danger pour l'eau, danger pour l'homme. Et il y a 3 personnes autour de moi. Normalement, il y aura une 4e personne qui va nous rejoindre. Je vais commencer par vous présenter Erika Sandford. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes hydrogéologue. Oui, c'est bien ça. Ça veut dire? C'est une question piège. En fait, c'est l'étude de l'eau souterraine, globalement, dans son ensemble. Voilà. De l'eau souterraine, globalement, dans son ensemble. Voilà. Enfin, c'est le métier de l'eau souterraine. De l'autre côté, on a Arnaud Clugerie. Bonjour Arnaud Clugerie, vous représentez une association qui s'appelle Eau et Rivières de Bretagne. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur? Oui, porte-parole et directeur. Ouais. D'une association assez ancienne. Ouais, elle est née en 69, donc plus d'une 50aine d'années. Ouais. Et qui a une vocation régionale. C'est ça. En Bretagne. Bretagne, et on gratte un petit peu sur la Manche et la Loire-Atlantique, puisque la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne. Ah bon? C'est vrai, ça commence. Historiquement, voilà, ça commence. Et puis, on a aussi Gabriel Amar, bonjour, député du Rhône. Gabriel Amar, vous êtes aussi cofondateur de France Eau Publique, c'est ça? Bonjour. Oui, peut-être, oui. Je suis surtout un bon élève de Raymond Avrier, qui est là, présent. J'ai essayé en tout cas d'être un bon élève, il continue des fois à me taquiner. Et voilà, c'est la cause de l'eau, notamment, et de l'assainissement qui nous engage, qui nous habite ces dernières décennies. Vous êtes... Je fais partie de ce petit groupe des combattants de la gestion publique de l'eau et de l'assainissement. C'est par choix personnel que vous avez été amené à vous saisir de ce dossier de l'eau? Du scoutisme des éclaireuses et éclaireurs de France jusqu'à l'engagement politique, il n'est pas impossible que je me sois préoccupé du grand cycle et du petit cycle, et de la nature et de la biodiversité indispensable à garantir ce cycle de l'eau. On va recevoir tout à l'heure, on espère qu'il va arriver Jean-Claude Oliva, qui lui est directeur de la coordination Eau Île-de-France et qui aussi est élu à la nouvelle régie publique de l'eau Est Ensemble. Je ne parle pas assez près du micro, merci Raymond. On va donner la parole tout de suite à Erika Sandford. Erika Sandford, donc l'hydrogéologue, qui est aussi élue en charge de l'environnement à Modane. Erika Sandford, il y a 2 ans, il y a une association lanceuse d'alerte qui a frappé à votre porte et qui est venue bien chercher du soutien auprès de vous. C'était au sujet du Lyon-Turin. C'est bien ça, donc c'est l'association Vivre et Agir. Faut que tu le colles vraiment sur ton menton. N'hésite pas à le poser dessus. Poser dessus. Ça marche mieux? Ça marche mieux. Ça va. Je ne suis pas très habituée à parler dans un micro. Donc oui, l'association Vivre et Agir en Maurienne est venue frapper à ma porte il y a 2 ans, enfin frapper à ma porte. Est venu me voir en tant qu'élu pour me parler de l'inquiétude qu'ils avaient sur les ressources en eau du territoire Haute-Maurienne, enfin Maurienne plus spécifiquement, lié au creusement du tunnel Lyon-Turin. Tunnel qui va faire 57 km en 2 tubes et qui aujourd'hui est creusé sur 10 km pour un seul tube. Alors vous n'étiez pas une spécialiste des grands projets, vous avez un bureau d'études indépendant et vous travaillez plutôt pour des particuliers ou des entreprises, mais pas sur des très grands projets comme ça? Non, je ne travaille pas sur des problématiques de creusement de tunnels, je travaille sur la gestion de l'eau potable et sur la protection des captages d'eau potable, et puis aussi sur l'assainissement. Voilà. La difficulté de ce dossier, du Lyon-Turin, c'est que c'est un vieux dossier. Et qu'il y a des centaines, des milliers de pages à lire. Oui, tout à fait. Il y a plus d'1 millier de pages à lire. C'est vrai que l'association m'a apporté des documents. J'en ai consulté d'autres et effectivement, c'est très intéressant. Il y a énormément de choses dans tous ces documents, documents publics. Voilà. Et vous avez pointé des incohérences dans ces dossiers, dans ces enquêtes publiques? Alors, oui et non.
mais j'ai surtout vu que quand on creuse n'importe quel tunnel, on va avoir un impact sur la ressource en eau. Et il peut être important, très important, voire après, il peut également être minime. Mais surtout, la difficulté, c'est qu'on est, à certains endroits, on est à plus de 2 km de profondeur. Et on a une incertitude, en fait, même en faisant tous les forages qui ont été réalisés, on ne saura jamais exactement ce qui va se passer lors du creusement du tunnel. Donc on peut avoir que des estimations aujourd'hui sur la perte d'eau qu'il peut y avoir, mais on n'aura pas de certitude. On ne va pas pouvoir dire à 100% toutes les ressources en eau vont tarir, ça serait incroyable, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y aura aucune ressource en eau qui vont disparaître. Donc c'est toute la complexité du sujet, et c'est pas nouveau, parce que les tunnels, c'est pas la première fois qu'on en construit, et il y a toujours des retombées sur les ressources en eau superficielles, en partie à faible profondeur ou à grande profondeur. Et après, on a aussi le fait que... j'ai perdu le fil. Ça veut dire que vous êtes allé, pour faire des recherches sur ces impacts potentiels sur le creusement de ce tunnel, vous êtes allé aussi lire des dossiers d'autres creusements de tunnels. Ouais, la bibliographie sur le creusement de plusieurs tunnels, soit dans les Alpes, soit ailleurs. Mais on se rend surtout compte que souvent, voilà, on a beaucoup d'incertitudes. C'est surtout ça en fait. Et c'est pour ça que le promoteur ne peut pas dire il n'y aura pas d'impact là, il y aura des impacts. Aujourd'hui, on manque de recul par rapport à tout ça, et comme on est à 2 km de profondeur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer réellement. Est-ce qu'on regarde maintenant le diaporama que vous avez préparé pour nous expliquer l'impact des tunnels sur l'eau souterraine? Est-ce que vous voyez l'écran correctement? Ça va. Alors là, vous voyez le petit schéma, j'aime beaucoup, c'était le projet du creusement du tunnel sous la Manche, à l'époque où il y avait des diligences avec des chevaux. Le tunnel sous la Manche, lui, il a été complètement étanchéifié, parce qu'il est à une profondeur d'une centaine de mètres sous le niveau de la mer, et donc ça permet en fait d'étanchéifier complètement un tunnel. Ce qui n'est pas le cas quand on creuse à plus grande profondeur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais vous présenter en fait quel peut être l'impact d'une manière générale des tunnels sur les ressources en eau. Donc il faut déjà savoir que l'eau est toujours présente au sein des massifs rocheux en profondeur. Elle sature toutes les interstices du sol, donc les roches, dans les roches, les pores, les fissures, les fractures, etc. Et occupe ainsi un volume qui peut représenter quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents. Ça paraît pas beaucoup, mais en réalité, l'eau qui coule dans nos rivières représente que 3% du volume de l'eau qu'on a dans nos massifs rocheux. Donc c'est rien par rapport à ce qu'on trouve dans les eaux souterraines. Et pourtant, certaines rivières ont un débit très important. Mais l'eau qu'on voit aujourd'hui ne représente que très peu de pourcents par rapport à l'eau qui se trouve, l'eau de source qui se trouve, l'eau douce, je voulais dire, je ne parle pas de l'eau saline. Donc voilà, quand l'eau peut circuler facilement au sein des massifs rocheux, elle est qualifiée de perméable et constitue donc ce qu'on appelle un aquifère. On a globalement 3 catégories d'aquifères: les aquifères de socle fracturé, donc les massifs cristallins, granitiques, les massifs de gneiss, les aquifères karstiques, les calcaires, également les gypses, et les aquifères poreux, donc les alluviaux, les sables, les graviers. Donc en fait, dans tous ces massifs, alors vous ne devez pas très bien voir sur la photo, mais en fait, l'eau est contenue dans toutes les pores de la roche, et donc c'est ça qui constitue les aquifères. Donc c'est pas directement tout de suite au niveau du terrain naturel, mais plus en profondeur. Et donc dans le tunnel Lyon-Turin, dans le massif des Alpes, on va recouper un peu tous ces horizons aquifères. Donc, quel est l'impact des tunnels sur les ressources en eau? Donc les tunnels en fait créent des drains. Enfin, globalement en fait c'est comme si le tunnel était un drain dans le massif rocheux traversé. Et les tunnels donc de plusieurs dizaines de kilomètres de long vont recouper inévitablement, suivant le contexte géologique, des roches aquifères et des zones faillées. Donc là, si vous voyez, c'était le creusement du tunnel du Mont Blanc, un tunnel qui fait 11,6 km de long, creusé essentiellement dans les granites,
avec des zones fracturées très importantes. Et lorsqu'ils ont creusé le tunnel, ils ont eu des arrivées d'eau à plus d'1 mètre cube à la seconde au moment du creusement, dans une zone très fracturée. Et là, on était situé à 1,8 km de profondeur sous le terrain naturel. Ensuite, ces arrivées d'eau se sont stabilisées. Aujourd'hui, il y a encore 200 litres par seconde qui continuent à couler autour du tunnel. Au total, en fait, sur ces 11 km de tunnel, lorsqu'ils ont creusé, donc c'est toutes les arrivées d'eau que vous voyez sur le schéma, représentaient 1,5 mètre cube à la seconde. Donc c'est plutôt considérable. Quand on sait qu'une source de montagne qui alimente en eau des communes peut avoir un débit qui fait 2 à 5 litres par seconde parfois, voire 10 litres, quand les petites communes de montagne ont un débit de source qui représente 10 litres par seconde, elles sont très contentes. Donc là, on imagine 1,5 mètre cube. À savoir quand même que sur le tunnel du Mont Blanc, ça n'a pas eu d'impact sur la population parce qu'on était sous la montagne et sous le manteau, sous les glaciers. Il n'y avait pas d'habitation ni de sources qui ont pu être impactées par le creusement de ce tunnel. Alors là, quelques exemples rapidement de tunnels anciens ou moins anciens. Donc en 1928, c'était la fin de construction du tunnel ferroviaire de Brosse dans les Alpes-Maritimes. Une arrivée d'eau qui représentait 200 litres par seconde. Enfin, il y avait plusieurs arrivées d'eau dans le creusement de ce tunnel, mais une qui représentait 200 litres seconde a asséché une source qui alimentait 50 exploitations agricoles. Et pendant 5 ans, il a fallu qu'ils se battent en fait, pour pouvoir mettre en évidence que c'était lié au creusement du tunnel. Bon, c'était en 1915, vous allez me dire, c'était il y a plus de 100 ans, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir ce même cas de figure pour d'autres projets. Donc voilà, et aujourd'hui, 100 ans après, on a encore 20 à 80 litres par seconde qui coulent de cette arrivée d'eau. Donc depuis les exploitations agricoles, depuis la centaine d'années, donc après que c'est été mis en évidence que c'était bien lié à ce tunnel, ils ont eu des compensations, ils leur ont réinjecté de l'eau, ils ont trouvé d'autres solutions, mais pendant 5 ans, ils ont été obligés de se battre. Donc ensuite, on a, de manière globale, en fait, tous les tunnels ferroviaires dans les Alpes. L'estimation en fait, de l'eau qui coule depuis ces tunnels représente 2,6 mètres cubes à la seconde. Donc après, c'est tous les tunnels à l'étranger et en France également, ce qui représente 80 millions de mètres cubes par an, ce qui représente en fait l'alimentation en eau à peu près de la ville de Lyon. Pour le Lyon-Turin, il est estimé en fait qu'en régime stabilisé, donc une fois que le tunnel sera creusé, il continuera à couler à peu près entre 600 et 1000 litres à la seconde sur l'ensemble du tracé du tunnel, sur les 57 km. Mais si on prend juste une portion de ce tunnel, 2,6 km, sur ces 56 km, l'estimation du moment du creusement va représenter 520 litres secondes qui vont partir juste au moment du creusement. Parce qu'il faut imaginer qu'au moment du creusement, il y a une grande partie de l'eau qui va partir dans les failles, et après, cette eau va être réalimentée par les pluies sur l'année, et donc on va toujours avoir de l'eau qui va couler, et puis également le temps que le massif montagneux qui est plein d'eau se vide complètement, il va se passer des années, des centaines, enfin même des centaines d'années, comme on voit sur d'autres tunnels, ça continue à couler. Donc c'est à la fois la recharge annuelle par la pluviométrie, mais aussi que l'inertie dans ces montagnes, l'inertie de l'eau dans ces montagnes, c'est très lent. Donc on peut avoir un impact qui sera visible seulement une dizaine d'années après le creusement. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, parce que si demain on a une source qui tarit, ça sera possiblement impacté, ça sera possiblement mis sur le compte du réchauffement climatique, puisque ça pourra arriver 2 ans, 3 ans, ou même 10 ans après le passage du tunnel. Donc voilà, je vais aller un petit peu plus vite, je pense. Je prends la main sur donc voilà, rapidement, juste le bassin versant hydrographique pour bien comprendre ce qui se passe dans la montagne. On a très peu de données sur ce qui se passe au niveau hydrogéologique. Donc la plupart du temps, le bassin versant hydrographique, c'est toute l'eau qui va couler dans la zone qui est en pointillé rouge. Je ne sais pas si vous voyez sur le schéma. Je vais peut-être aller là-bas à la manipulation. Là, ça va faire des interférences. Donc du coup, en fait, ici, toute le petit tour en pointillé rouge, en fait, toute l'eau qui va couler de manière superficielle dans cette zone délimitée par les petits points rouges va ruisseler jusqu'à la rivière, enfin, jusqu'aux petits affluents.
Et l'exutoire de tout ce bassin, c'est la rivière, et au final, donc, un point déterminé de la rivière, c'est l'exutoire de ce bassin versant qui est délimité ici. Donc toute l'eau qui coule sur une année va se retrouver à un moment donné dans l'exutoire au niveau de la rivière ici. Donc ça, c'est au niveau superficiel. Mais maintenant, si on regarde au niveau souterrain, c'est beaucoup plus complexe. Mais comme on a souvent très peu de données, on va assimiler les infiltrations d'eau donc liées aux précipitations et à la neige. Une partie va s'infiltrer et va rejoindre les nappes d'eau souterraines qui vont avoir le même exutoire, la rivière. Alors, voilà, comme je redis encore, on a tellement peu de données la plupart du temps sur ce qui se passe en souterrain, on va souvent assimiler donc, le bassin versant hydrogéologique au bassin versant hydrographique, mais parfois on peut avoir des mauvaises surprises, et il peut y avoir de l'eau qui va couler de l'autre côté ici, qui va finalement arriver là et rejoindre le même point de la rivière. Et ça, c'est important, notamment au niveau des pollutions, pas forcément dans le creusement du tunnel aussi, mais au niveau des pollutions qui peuvent arriver sur certains bassins versants. On va avoir protégé la zone ici pour protéger un captage qui est dans ce périmètre. Or, la pollution qui est ici arrivera dans la même nappe et pourra potentiellement contaminer un captage d'eau. Mais bon, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors là, par contre, c'est pas le sujet pour ma part, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, en fait, alors malheureusement, on voit pas grand-chose, mais je voulais vous montrer en fait quel était l'impact d'un tunnel sur un bassin versant. Donc j'ai scindé en deux le schéma. Donc ici, on a un aquifère fracturé, de l'autre côté, on a un aquifère poreux. Dans l'aquifère fracturé, ce sont les failles qui sont remplies d'eau. Et ici, on a ce qui s'appelle le niveau piézométrique de la nappe d'eau souterraine. Donc c'est le niveau dans lequel on ne va plus avoir un écoulement de l'eau depuis la surface verticale, mais un écoulement horizontal en fait vers une ressource en eau, vers la rivière. La même chose dans l'aquifère poreux, sauf que l'aquifère poreux, ce sont toutes les pores de la roche, donc il y a des petits points ici, c'est toutes les pores de la roche qui sont remplis d'eau. Et pareil, on a ce niveau piézométrique. Donc là, on a disséminé sur ce bassin versant des captages, avec chacun leur propre petit bassin versant. Donc celui-ci, c'est un petit captage, son bassin versant, c'est cette zone-là. Ici, un autre captage, enfin plutôt une prise d'eau en rivière, donc avec un périmètre de protection qui est... Enfin, un périmètre. Un bassin versant qui est sur cette zone-ci. Un autre captage là, et puis bon, des forages. C'est la suivante. Donc là, on va creuser un premier tunnel. Suivant. Ouais. Et on ne voit pas du tout. Ah oui, peut-être la lumière. Oui, il y a un point noir qui s'affiche. Voilà. Ok, ouais, on ne le voit pas sur la... Bon, là, on a creusé... Et donc là, on a creusé un premier tunnel ici. Mais à cet endroit précis, on n'a recoupé aucune fracture. Donc en fait, à l'endroit en tout cas, du creusement ici, il n'y a pas d'impact en fait sur la ressource en eau. Après, ça ne veut pas dire que sur les 56-7 km, ce tunnel ne va pas recouper à d'autres endroits des fractures. Mais au point précis ici, on va dire sur 1 mètre de large, il n'y aura pas d'arrivée d'eau. Donc il n'y aura pas d'impact à cet endroit-là. Donc on peut passer à la suivante. Du coup, on va creuser l'autre tube du tunnel. Donc là, je sais pas. Ouais, voilà. Donc on creuse un autre tube du tunnel. Là, par contre, on avait des fractures pleines d'eau, donc toute l'eau va arriver dans le tunnel à cet endroit-ci. Donc on peut passer à la suite. Donc on va vider l'eau petit à petit, hein, ça ne va pas arriver d'un coup. Ça peut être très lent, à part sauf si on a vraiment une zone avec des grandes fractures. On passe à la suite. Donc le niveau piézométrique va baisser, donc là on ne voit pas très bien. Ouais, je pense que le niveau baisse, ce qui fait que le niveau est... En fait tu peux continuer... Et donc le niveau baisse dans le forage également. Le captage se retrouve asséché puisque lui, il était l'exutoire de la nappe qui était située plus haut. Donc on a fini de creuser notre tunnel, mais on va continuer à avoir de l'eau qui va percoler tout au long de la vie du tunnel une fois terminé. Tu peux continuer. Ouais. Voilà. Et donc là, je passe à l'autre côté. Bon, c'est un peu la même chose. Bon, en fait, je peux faire défiler au fur et à mesure. Je vais parler en même temps. Donc là, on creuse un autre tunnel dans l'aquifère poreux. Le niveau de la nappe baisse également. En fait, on a une convergence de l'eau vers le tunnel. Et en fait, tu peux cliquer au fur et à mesure. Je clique. D'accord. Et donc, on a une diminution du niveau piézométrique, donc je l'ai déjà dit, baisse du niveau d'eau dans le forage, avec une diminution du débit de la source.
et ainsi de suite. En fait, on creuse l'autre tube du tunnel, ça va augmenter la vitesse de baisse du niveau piézométrique. Par contre, ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'on avait une nappe perchée, c'est-à-dire en fait que, par là, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais il y avait une couche argileuse dans la nappe d'eau souterraine. Donc au départ, cette même nappe était une seule nappe. Le fait d'avoir la présence d'une couche argileuse intermédiaire a protégé en fait la rivière à cet endroit-là de la baisse du niveau piézométrique lié au tunnel. Donc pour finir là-dessus, en fait, il y a plein de contextes différents. Ce qu'on voit là, c'est qu'on va avoir un captage qui est asséché, un forage asséché, une source qui a perdu en débit mais qui n'est pas tarie parce qu'elle avait des infiltrations superficielles qui étaient indépendantes de la nappe, et on a aussi un captage asséché. Donc en fait tous ces cas de figure, c'est très... Voilà, on manque de précision en fait sur tout ça, et c'est vrai que voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui cette source elle va être impactée, celle-ci ne va pas l'être. On peut avoir une estimation du risque, mais pas de certitude. Donc là, je vais reprendre ma place et je vais... Donc voilà, donc là, je vais juste rapidement donner quelques petites informations sur les captages d'eau potable, comment ils sont protégés et pourquoi. Donc les périmètres donc un captage d'eau, que ce soit un forage, une source, une prise d'eau en rivière, voilà, que ce soit tous ces captages qui alimentent en eau les populations, elles disposent après une procédure réglementaire, elles disposent de périmètres de protection immédiate. Le périmètre de protection immédiate, c'est la petite zone encadrée noire qui protège l'ouvrage en lui-même. Cette zone est clôturée. Voilà, donc c'est vraiment au niveau... Enfin, tout est interdit dans cette petite zone, mais c'est vraiment une zone très fermée autour de l'ouvrage. Après, on a un périmètre de protection rapproché, donc en rouge sur le schéma. Donc dans ce périmètre de protection rapproché, il y a énormément d'interdictions en fait, d'activité dans ce secteur, et notamment par rapport au tunnel Lyon-Turin, dans ces périmètres de protection rapprochés, il est interdit souvent de creuser des tunnels ou des galeries ou d'utiliser des explosifs, dans le but toujours de protéger la ressource en eau. Ensuite, on a les périmètres de protection éloignés qui souvent vont englober l'ensemble du bassin versant topographique de la ressource en eau, mais pas toujours. Et donc dans ce dernier périmètre de protection éloigné, il y a souvent des recommandations très générales sur la protection de l'eau. Donc voilà, donc pour finir et pour conclure, donc en général les montagnes sont pleines d'eau. Un tunnel de profondeur supérieure à 100 mètres ne peut pas être étanché, contrairement au tunnel sous la Manche que j'ai montré au début. Enfin, c'était pas le tunnel, mais un drainage du massif montagneux est donc nécessaire. Et lors du creusement, donc une partie de l'eau va s'échapper en très grande quantité. Et ensuite, en régime stabilisé, pour le Lyon-Turin notamment, le volume d'exor estimé est de 600 à 1000 litres par seconde, ce qui correspond globalement à la consommation d'eau potable de la ville de Grenoble sur une année. Enfin, les 600 à 1000 litres seconde sur une année correspondent à ce que consomme la ville de Grenoble. Mais l'eau qui s'est échappée lors du creusement est perdue pour des milliers d'années. Les sources taries le sont définitivement à l'échelle humaine. Et donc les sources dont le débit a baissé peut encore tarir. Les ressources profondes ont mis des milliers d'années à se créer, vont disparaître en quelques mois ou années ou décennies. Les rivières peuvent également être impactées. Et pour finir, on a une difficulté d'avoir des certitudes dans ce contexte très complexe. Et donc en fait, je finirai en disant que le principe de précaution doit prévaloir avant tout. Et aussi travailler sur la défense de l'eau du Lyon-Turin. Oui, alors en fait... Pour l'anecdote, Raymond Avrier et moi, nous nous trouvons chez Philippe Delhomme, président de Vivre et Agir en Maurienne, et je le dis maintenant, Erika nous présente ce qu'elle vient de vous présenter. Et là, Jean-Claude Oliva aurait été là, il aurait réagi comme nous. Mais comment se fait-il qu'on a pu imaginer, dans une déclaration d'utilité publique de 2006, eh bien, passer au travers des périmètres de protection immédiats ou rapprochés, notamment de quelques communes. Ça, c'est notre première réaction. Mais ce qu'il faut savoir, de ce que vient de vous décrire Erika, c'est qu'on est sur une petite partie de la problématique. Parce qu'elle dit souvent 57 km, mais déjà, vous aurez noté qu'elle vous dit qu'il y a 2 tubes. Donc nous parlons de 114 km entre la France et l'Italie pour les 2 tubes transfrontaliers. Mais le Lyon-Turin, et là je prends les chiffres, et comme les quelques chiffres que je vais vous donner, vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup.
c'est Telt, le maître d'ouvrage, qui les donne. Le Lyon-Turin, avec ses accès, c'est 264 km de galerie. Donc ce que vient de vous présenter Erika, sur 57 km, ou sur 114, en fait, la problématique, elle est posée dans 5 massifs montagneux. En Isère et en Savoie, et pas seulement dans la Maurienne. Massif de la Chartreuse, massif de Beldon, massif du Liandon, et enfin la partie qui vient de vous être présentée. On creuse l'affaire et on se rend compte de quoi? Merci Erika d'avoir déclenché ce processus. C'est que toutes les lois depuis 1964 vont dans le même sens quant aux précautions et aux dispositions à prendre, notamment dans les périmètres de protection de l'eau destinée à l'alimentation des habitants. La directive européenne de 2000 va dans le même sens. Mieux encore, quand elle dit que écologiquement et économiquement, il y a une alternative à ce type de projet, eh bien, la directive européenne dit que les États membres doivent privilégier l'alternative. Et qu'est-ce que c'est l'alternative? C'est la ligne existante. Pourquoi? Parce qu'au milieu des années 80, on y faisait passer 180 trains par jour. Et qu'aujourd'hui, on en fait passer plus que 26 trains par jour. Et donc, il y a de la marge de manœuvre. Et ceux qui disent, vous êtes contre le ferroutage, mais pas du tout. Bien au contraire. Nous, on ne fait pas des effets de manche avec le fait qu'il y a 1 400 000 camions entre la France et l'Italie au niveau du Mont Blanc ou au niveau du Fréjus. Pas du tout. Nous, on dit qu'on peut en retirer 1 million tout de suite sans attendre ce truc-là, qui pour l'instant est arrêté, je vais vous en parler dans un instant, et qui va, de toute façon, d'après les chiffres de la SNCF, supprimer seulement 380 000 camions. Donc 30 milliards. La dévastation à l'échelle de 264 km de galerie, telle que Erika vient de vous le présenter, et seulement à l'arrivée, 380 000 camions en moins sur les 2 vallées que je viens de vous citer. Alors qu'avec la ligne existante, on peut faire mieux et tout de suite. La charte de l'environnement, pareil. Ce projet est contraire à la charte de l'environnement qui est dans le bloc constitutionnel français, en son article 5. Tout le monde ferme les yeux. Ce qui nous a sauté aux yeux à Raymond et moi quand on était devant les diapos il y a maintenant 1 an et demi de Erika pouvait sauter aux yeux de n'importe quelle autorité organisatrice, c'est-à-dire de n'importe quel maire qui se souciait un tant soit peu de la qualité et de la quantité de l'eau au robinet, dans la cuisine et à la salle de bain de ses habitants. Personne n'a réagi. Pire, la déclaration d'utilité publique, qui sert de référence aujourd'hui au gouvernement pour commencer à inscrire des crédits, s'appuie sur des visas dans lesquels il n'y a pas l'avis de la DAS État, puis dans la suivante de l'Agence régionale de santé. Non. Vous savez quel est le visa qui est mis? Non mais c'est enfumer les gens, quoi. Vous relisez la DUP, hein, c'est public. Il y a marqué que la DAS a été convoquée à la réunion. Mais son avis, il n'y est pas dans la DUP. Voilà. Alors que la DAS, si elle avait eu à donner un avis motivé, elle aurait dit la même chose que tout ce que Erika vient de vous présenter ce matin. Et pourquoi il n'y est pas cet avis Ah bah moi je sais pas, il faut leur demander à eux. Et notamment au préfet qui a signé cette DUP. Je voudrais du coup lancer un appel. D'abord dire que, juste avant, 2 phrases. D'abord dire, il y a 9 km de galeries de reconnaissance de creusées aujourd'hui. Il y a déjà 150 litres secondes à certains endroits qui sortent de la montagne. Donc le processus que décrit Erika, il est à l'œuvre. Mais il ne se passe plus rien. Depuis maintenant une belle année, je crois. Il ne se passera plus rien avant le printemps 2024. Il est temps d'agir. Comme m'a dit une militante de Vivre et Agir en Maurienne, un bon guide de Montagne se reconnaît à ce que quand le temps change, il fait demi-tour. En plein dérèglement climatique, avec la sécheresse, etc.
ne croyez-vous pas que 9 km finalement, sur 264, 30 milliards de dépenses publiques, l'heure n'est pas venue à lancer l'alerte et à faire en sorte qu'on bloque toute procédure et toute avancée de travaux. Il y a des outils juridiques, Vivre et Agir et en Maurienne et d'autres peuvent l'actionner, mais il ne faut pas les laisser seuls. Nous devons nous serrer les coudes et constituer des plateformes d'entraide. Si demain on saisit le procureur de la République pour empêcher le montage des tunneliers en 2024, je suis désolé, il ne va pas falloir laisser seul celui qui va agir. On parle de la commission d'enquête. C'est une vraie problématique. Oui, alors, bien sûr, nous avons demandé une commission d'enquête. Mais elle n'est rien si elle est isolée. Il y aura des opportunités pour la déclencher. Et moi, je fonde le vœu qu'on lance un appel aux collectivités de Lyon à Turin pour créer une plateforme des collectivités qui défendent l'eau sur l'ensemble de cet itinéraire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une plus grande sensibilité. Je vois bien que les maires que nous rencontrons ne baissent pas les yeux sur cette problématique. Même quand ils ont été actifs ou présents au nom de l'emploi sur ce dossier des 264 km de tunnel. Donc il faut continuer à s'entraider, à conforter les alertes qui sont données et à agir tous ensemble, ensemble et pas chacun dans notre couloir à notre niveau. Donc c'est aussi pour plaider à cela, même si je sais que je suis face à un parterre de citoyens peut-être amplement convaincus sur cette nécessité de l'entraide. Mais cette plateforme de défense de l'eau sur tout l'itinéraire, en France comme en Italie, de Lyon à Turin, je vous ai dit. Parce qu'en Italie, les élus subissent des pressions, la mobilisation citoyenne est ample et plus forte, presque, réellement plus forte que chez nous. Donc on a là un beau sujet transfrontalier à l'échelle de nos deux pays. Il se trouve que je suis aussi impliqué dans les relations parlementaires entre la France et l'Italie. Donc je m'efforcerai aussi d'amener ma petite contribution. Nous a rejoint Jean-Claude Oliva. Bonjour. Bonjour. Je vous donne la parole, Jean-Claude Oliva, tout de suite après. Vous êtes directeur de la coordination Île-de-France et aussi faites partie de la régie publique de l'eau Est Ensemble. Mais c'est Arnaud, vous présidez. Arnaud Clugerie, je vous donne maintenant la parole. Vous représentez Eaux et Rivières de Bretagne, une très vieille association bretonne qui a la particularité d'avoir été créée par des pêcheurs pour défendre l'eau. Ce sont les pêcheurs de saumon bretons qui ont créé cette association de défense de la biodiversité. Oui, tout à fait. Et on doit, je pense, d'être là à notre âge, à cette ancienneté. Et en écoutant Erika et Gabriel, je me dis, mais comme souvent, qu'en fait, la réponse collective, citoyenne, associative, organisée, elle porte ou elle a du sens que quand elle est organisée. Et moi j'ai eu la chance d'arriver au milieu des années 90 dans une association qui était déjà totalement organisée, et pour autant je suis assez défaitiste, puisqu'on a beau être organisé, milité. Je vais vous donner quelques éléments. Depuis 50 ans, la montagne à franchir Everest. Alors je vais juste, parce qu'on est à Paris et que j'aurais pas eu à le faire en Bretagne, tout le monde nous connaît. Mais voilà, vous rappelez un peu qui est Eaux et Rivières de Bretagne. Je vais laisser Erika dérouler un peu le diaporama que j'ai proposé. Donc c'est une association qui a fait de ce slogan « Quand le poisson meurt, l'homme est menacé », son slogan de naissance. C'est une association qui donc s'est mobilisée pour sauver le saumon, parce que c'était le côté déclencheur, comme ici le Lyon-Turin est sans doute le côté déclencheur pour un grand nombre de militants dans les Alpes. Ça aurait pu être l'abeille, ça aurait pu être les oiseaux qui disparaissent. Enfin, c'était déjà l'effondrement, les premières prémices de l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est une association qui a environ 2000 adhérents, une centaine d'associations membres, et ce qui représente un auditoire d'à peu près une vingtaine de milliers de personnes, et qui a eu la chance de pouvoir se structurer avec un peu plus de 20 équivalents temps plein. Donc on a une vingtaine de salariés à œuvrer sur la Bretagne, pour accompagner beaucoup d'engagements bénévoles. Donc ces citoyens qui se mobilisent, on verra un peu comment.
je te passe à la diapo suivante et dire que les premiers mouvements ont été de s'intéresser à la gestion des rivières de Bretagne. Alors elle utilise plusieurs leviers, plusieurs leviers d'action. L'éducation à l'environnement qui est inscrit dans ses statuts depuis le début, autour de l'idée, c'était écrit comme ça, participer à l'élévation des consciences écologiques. Donc moi je trouve intéressant d'écrire ça en 69, de déjà se dire que c'est en s'élevant les uns les autres, en étant éveillés qu'on y arrivera. Donc aujourd'hui elle mène beaucoup d'actions d'éducation, sensibilisation, d'information. Diapo suivante. Alors des actions dans les écoles, des publications de magazines, de la présence sur les médias web aujourd'hui. Et diapo suivante, dans les leviers d'action, il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi la participation. C'est une association qui a fait le choix de co-construire, enfin de participer au dialogue environnemental et de pas être dans l'opposition systématique, d'essayer d'influer sur les politiques publiques, avec beaucoup de déception souvent, mais en tout cas on le fait. Et puis c'est parce qu'on le fait qu'on est aussi dans le levier d'action suivant, dans l'action, parce que finalement c'est ce qui légitime le fait que quand la politique publique ne va pas dans le bon sens, j'avais plein de parallèles en écoutant la description de Gabriel sur le percevant Lyon-Turin. Je me disais mais c'est exactement comme ça que se sont installés les cochons en Bretagne en fait. On oublie de consulter telle ou telle organisation, ou on minimise son... En fait on a tous les outils qu'il faut en politique publique pour bien faire, et on s'arrange pour mal faire. Je prends juste, je pourrais en prendre 50 000, mais en témoignage, vendredi dernier, on a un préfet qui a autorisé de régulariser une porcherie avec vue sur mer qui fait 27 000 cochons par an, alors que nous, à l'association, on a fait annuler l'autorisation 2 fois devant le tribunal administratif. Et c'est malheureusement notre quotidien. Alors c'est pas les tunnels, nous c'est les cochons. et plein d'autres choses aussi, mais avec quand même un point commun, c'est que comment dire, l'eau a aussi finalement une entrée dans la protection de la nature qui est assez transversale, et tous les outils de politique publique qui sont normalement, qui vont dans le bon sens, périmètre de protection, de captage, la dimension alimentation en eau des populations, elle devrait être la porte d'entrée principale, en plus de celle de la protection de la nature, et souvent mal mise en œuvre. Je dis juste, et je demande de revenir sur la diapo précédente, je ne sais pas si vous voyez l'autruche. Alors, Eau et Rivières de Bretagne a quand même réussi l'exploit l'an dernier, il me semble, à une manifestation en bord de mer à Lorient. Il y avait combien de manifestants? On était 600, je crois. 600 manifestants, ils ont réussi à nous faire creuser un trou, et on a tous mis la tête dans le sable avec les fesses en l'air, pour lutter contre les algues vertes. C'est vrai. En fait, on a simplement surfé sur une déclaration d'un ministre de l'écologie des années 2010, je ne sais même plus si c'était Chantal Joanneau, je ne sais plus qui c'était, qui a dit la politique de l'autruche c'est fini. Bon, on a dit ok, je crois pas. Alors je vous parle par totale transparence sur la diapo suivante. On est financé par de l'argent public, on a un petit peu de financement privé. C'est un budget de plus d'1 million d'euros pour faire fonctionner une association comme ça. Donc voilà, ça fait partie de la présentation de l'association. Et puis je crois que, je ne sais pas si on enchaîne, là j'ai présenté un peu l'association, tu veux qu'on enchaîne? Mais oui, voilà. Oui, on va enchaîner sur la FNE, dont Eau et Rivières de Bretagne est adhérente, et sur le programme Sentinelle. Vous recevez, vous, à Eau et Rivières de Bretagne, c'est vrai qu'en Bretagne, quand il y a un problème écologique, un problème environnemental, le réflexe des Bretons, c'est d'appeler Eau et Rivières. Alors après, des fois, ils gueulent, ils disent « Ouais, j'ai appelé Eau et Rivières, ils n'ont rien fait. » Enfin bon, mais c'est pas tout le temps comme ça, parce que souvent, ils font beaucoup de choses, Eau et Rivières. Et donc, vous êtes, saisis par les citoyens tous les jours, ouais, pour des problématiques qui sont souvent les mêmes, en vérité. Ouais, alors avant de décrire un peu comment on en est arrivé à créer une plateforme de lancement d'alerte, finalement, un petit peu peut-être préciser, décrire l'environnement, la pression que subissent les lanceurs d'alerte depuis longtemps. J'ai essayé de la caractériser en disant que la pression mise sur les lanceurs d'alerte, elle revêt plusieurs formes, et je vais l'illustrer par 2-3 exemples. Le premier, c'est
hop, je crois que, je sais plus, c'est celui-là. Le premier, voilà, c'est des menaces physiques sur les associations. Alors c'est marrant parce que je vais faire moi aussi une petite anecdote. Erika, vous avez compris, elle travaille dans les Alpes. En fait, je l'ai vue comme stagiaire à Houy-Rivière, à Brest, il y a fort longtemps. Et en fait, le jour où nos locaux étaient saccagés, parce que c'est ça que je voulais illustrer, c'est-à-dire qu'un jour, après une procédure juridique, on a des agriculteurs qui ont débarqué la nuit. Et elle vient de me rappeler qu'elle était là, en fait, elle était en stage chez nous. Quand un matin, on est arrivé dans nos bureaux, et en fait, c'était écrit, alors déjà, au mur, vous ne lisez peut-être pas, mais on aura ta peau, Borvon, à qui le tour. Donc Borvon, c'est un militant écologiste du secteur. Sur les routes, donc on est en 2007, hein, c'est tagué après une manifestation agricole, Houy-Rivière, à mort, j'en passe d'autres, hein, mais... Donc voilà, une forme de pression mise sur les militants. Une autre forme de pression qui peut être mise, c'est... et je vais faire la transition avec l'outil Sentinelle. Il y a plus près de nous, il y a 3-4 ans, on a lancé une campagne, on demandait aux Bretons de photographier les champs Roundup, vous savez, les champs jaunes qui sont brûlés aux pesticides au printemps, ce qui n'est pas interdit, mais on leur demandait de déclencher toute une sorte de collecte de photos. Et là, c'est le syndicat, on est face à un syndicat majoritaire agricole, la FRSEA, qui a manipulé aussi l'opinion, laissant entendre que prendre une série de photos comme ça, c'était faire de la délation avec des références historiques assez peu glorieuses. Et ça aussi, en fait, c'est une façon de mettre la pression, de manipuler l'opinion là-dessus. Et puis, ça, alors, pour illustrer, on pourra dans la discussion y revenir, mais ça se traduit aujourd'hui sur des déferlements de menaces proférées ou de déballage sur les réseaux sociaux. J'en ai juste utilisé un, là, ici, qui font des parallèles, enfin, vous connaissez ça tous, hein, sur les réseaux sociaux, mais en fait, la pression mise sur les lanceurs d'alerte en Bretagne qui s'opposent au modèle agricole breton, elle est celle-là. Alors, je reviens à la sentinelle de la nature, puisqu'à un moment donné, il y a quand même beaucoup de gens qui osent dire, voilà, moi, je viens de voir quelque chose, et qui appellent, et qui téléphonent, maintenant ils envoyaient des emails, maintenant ils se déplacent dans les bureaux, et à un moment donné on s'est rendu compte qu'un peu partout en France c'est quand même souvent le boulot des associations agréées de protection de la nature, et on a décidé de se doter d'un outil qui permet de protéger le lanceur d'alerte en l'anonymisant sans qu'il soit anonyme, hein, puisque nous on a les coordonnées, le contact, on peut se mettre en contact avec ça, et c'est un outil qui aujourd'hui utilise des technologies de notre époque, puisque en fait il est complètement téléchargeable sur votre smartphone. Vous prenez une photo, elle est géolocalisée, et vous décrivez ce que vous avez vu, vous lancez l'alerte finalement, et en fait l'association de votre territoire, qui est membre de FNE, parce que c'est un outil développé dans France Nature Environnement, elle reçoit cette alerte, et elle va soit vous aider le lanceur d'alerte à choisir les bons chemins pour essayer de réparer cette atteinte à la nature. Parfois ça peut être très simple, ça peut être un courrier type, ça peut être simplement d'évoquer des textes de loi comme les périmètres de protection, de commencer à aller chercher quelques informations. Typiquement, si je reprends l'exemple des périmètres de protection, est-ce que l'atteinte elle a lieu dans un périmètre, on va renvoyer l'information, on va envoyer la sentinelle dans une démarche, tout en l'accompagnant. Je crois que le propos était déjà tenu par Gabriel, l'idée d'accompagner le lanceur d'alerte. Donc c'est pas faire à sa place, mais faire avec lui. Et Sentinelle de Nature permet ça. Ouais. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant, on a parlé d'éducation populaire tout à l'heure, c'est que vous apportez l'information aux sentinelles, et les sentinelles, elles sont vos yeux aussi à l'extérieur. Vous n'êtes que 29 salariés ou 25 salariés à Houy-Rivière de Bretagne. Il vous est impossible d'être au chevet de chaque petit bout de ruisseau qui est potentiellement impacté, et en Bretagne, c'est quand même assez souvent. Oui, tout à fait. C'est impossible de démultiplier l'action. Ça permet aussi l'engagement, parce qu'on a des sentinelles qui... En fait, moi je crois beaucoup, vous savez, on discrédite souvent
la mobilisation autour de cette notion de not in my backyard. Moi j'y crois beaucoup en fait, simplement qu'on veuille pas que ça se passe près de chez soi, c'est le début de l'engagement, souvent c'est la première, voilà, c'est le premier choc ou la première sensibilisation, donc moi je crois qu'il faut accompagner ces gens-là, et en effet ça permet de démultiplier, d'être les yeux, et puis ça permet aussi de sélectionner, enfin de pouvoir critériser, c'est-à-dire bien normer l'information pour sélectionner les vrais dossiers sur lesquels il va falloir se battre collectivement, et donc aussi d'être un relais vis-à-vis de la puissance publique qui est elle-même et souvent bénéficie pas souvent des moyens qu'il faudrait pour protéger la nature. Je pense aux agents par exemple assermentés de l'OFB. Et bien aujourd'hui, quand on leur apporte une affaire, souvent elle est passée par le filtre d'un pré-contentieux, on va dire, qui nous permet de vraiment apporter des affaires qui sont bien caractérisées avec des photos, de la géolocalisation, une description, et on aura pu parfois résoudre l'affaire sans avoir besoin de mobiliser pour pas grand-chose des agents qui sont des experts et dont on a vraiment besoin sur les choses importantes. Et aujourd'hui, juste parce que je regardais sur mon téléphone, là, aujourd'hui, Sentinelles de la Nature, c'est 16 000 citoyens qui ont créé un compte en France, enfin en France et Outre-mer, et c'est 7 200 démarches engagées. Et alors, 7 200 démarches engagées, mais 5 000 signalements publiés, parce que je vais peut-être terminer par ça. L'intérêt aussi, c'est que sachant qu'on ne pouvait pas tout faire, et que les associations sont pas des... elles font ce qu'elles peuvent partout en France. Eh bien, il y a l'idée qu'à un moment donné, on est presque dans le name and shame, c'est-à-dire qu'on peut décider simplement d'afficher sur une carte, ça existe, c'est là. Et parfois, rien que ça, c'est une façon de dire aux lanceurs d'alerte, ben, vous n'êtes pas tout seul, puisque voilà, tous ces points sur la carte, là, c'est toutes les atteintes à l'environnement que collectivement on a pu percevoir. Et parfois, en fait, rien que ça, de pouvoir mettre un point sur une carte pour dire ce que j'ai vu, personne ne s'y intéresse, mais je l'ai vu et il est là. Et ça, on sait déjà que c'est une réponse, une forme d'accompagnement à la détresse finalement que rencontrent souvent les gens qui sont préoccupés par la nature. Je voulais juste ajouter qu'en Bretagne, on boit l'eau de surface et que, par exemple, il y a eu un accident de méthaniseur à Châteaulin. Il me semble que c'est en août 2021. Il y a 400 mètres cubes de digestat qui ont coulé dans une rivière. Ça a privé 180 000 personnes d'eau potable. Et s'il n'y avait pas eu des gens au bord de l'eau pour prendre des photos, pour dire ça sent horriblement mauvais, eh bien, assez vite après, comme m'a dit la préfecture, la pollution est passée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été diluée dans l'environnement. Ouais, des ruptures de faux salisiers, par exemple. C'est pour ça que le lien avec le monde des pêcheurs, il est très important. Parce que souvent, c'est des gens qui sont au bord de la rivière et c'est des atteintes qui peuvent, en quelques minutes, détruire des espèces pour des dizaines d'années. Et si on n'est pas là, s'il n'y a pas cette veille-là, ces gens au bord, dans la nature, et s'ils n'ont pas les moyens de dire, finalement, ça passe à l'as. D'ailleurs, souvent dans les arrêtés d'autorisation, c'est marqué qu'il y a une obligation pour le propriétaire de déclarer l'incident. Mais je ne sais pas les statistiques, mais il y en a beaucoup qui sont poursuivis pour ne pas avoir déclaré l'incident ou l'accident. Et finalement, heureusement qu'il y avait des gens sur le terrain pour dire ça s'est passé quand même. Claude Oliva, président de la nouvelle régie publique de l'eau, Eau Est Ensemble, et directeur de la coordination Eau Île-de-France. Vous nous avez rejoint. Vous battez pour plusieurs choses, notamment pour que les collectivités locales reprennent la régie de l'eau, et puis aussi pour le droit humain à l'eau. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez été amené à vous préoccuper de cela, de cette régie, la reprise en main de la régie publique de l'eau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et donc, il faut allumer le micro. Et un petit clic. Pardon. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, voilà, la coordination Île-de-France, c'est une association qui existe depuis 2008.
Un de ces grands combats, c'est le retour à la gestion publique de l'eau. Donc, on est, je dirais, le fer de lance de ce mouvement en Île-de-France, et notamment par rapport à un grand syndicat qui est le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est un syndicat qui est toujours lié à Veolia depuis sa création il y a 100 ans. 1923. Voilà, 1922-1923. C'est à ce moment-là qu'ils ont été créés. On dit même que le CEDIF a été créé par la Générale des Eaux, quoi. Voilà, c'est un peu il y a un rapport très, très étroit. Et puis c'est le contrat le plus, je dirais, le plus juteux, le plus profitable pour Veolia en France et en Europe. Donc c'est aussi ce qui lui permet d'aller sur d'autres marchés. Donc voilà, donc on a mené ce combat-là au départ dans les années 2007-2008. Parce qu'il y avait là l'opportunité, on était dans une fin de contrat, renouvellement, donc on s'est dit, il y a l'opportunité de faire autre chose, de passer en gestion publique. On était quelques petites associations, quelques personnalités, quelques élus, donc on a essayé à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était complètement verrouillé, le vote, je vous passe les détails, mais vote à bulletin secret, on sait même pas qui a décidé de quoi, mais bon, au final, ça continue avec Veolia. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, ça ne peut plus durer comme ça, et il faut que les citoyens puissent peser sur toutes les grandes décisions dans le domaine de l'eau, mais aussi de l'assainissement en Île-de-France. Et pour ça, on crée cette association, qui est une coordination au départ d'associations locales, et puis également où on peut être adhérent, je dirais, à titre individuel, et maintenant qui est en train de devenir aussi une coordination de collectivités, puisqu'il y a une douzaine de villes qui sont adhérentes de notre association, et il y a aussi une intercommunalité qui est Grand Paris Sud, qui vient aussi d'adhérer à notre association. Et donc au départ, notre souci, c'était vraiment ça, c'est-à-dire faire que les citoyens, il y avait vraiment un côté citoyen, démocratie, faire que les citoyens puissent faire entendre leur voix, qu'on atteigne tous ensemble une masse critique pour peser sur les grandes décisions dans le domaine de l'eau. Et je dois dire que 14 ans après, on y est arrivé, hein, puisque là un des résultats de notre action alors, sur ce terrain de la gestion publique, c'est que le CEDIF s'est réduit. Aujourd'hui, il est réduit à un peu plus de 80% de son périmètre historique. On a réussi à faire sortir tout le territoire d'Est Ensemble, 9 villes, 400 000 habitants, une grande partie du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre aussi, 9 villes. Donc voilà, et donc on est en train de créer, enfin là, on a créé des régies publiques territoriales dans ces deux territoires. Et donc voilà, on est dans ce mouvement-là qui prend une grande ampleur. Alors après, notre association, elle s'intéresse aussi à d'autres choses. Elle s'intéresse notamment aux droits humains à l'eau. Et donc on a mené le combat contre les coupures d'eau. Vous avez payé pour les gens qui ne payaient voilà, pas de pour les gens qui ne payaient pas de facture. Il y avait une loi de 2013 qui disait que les gens qui étaient que les impayés, on ne pouvait pas leur couper l'eau, hein, quand c'est en résidence principale. Cette loi n'était pas du tout appliquée, donc il a fallu batailler pendant 4 ans. On a été jusqu'au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel plutôt, pour que cette loi soit reconnue. Donc maintenant, elle est appliquée. Et le dernier terrain qui nous préoccupe, c'est l'eau et le climat. Nous, on pense que la question du cycle de l'eau est primordiale pour combattre le changement climatique. Donc voilà, il y a des liens entre le carbone et l'eau, mais surtout directement la restauration, le rétablissement, le bon fonctionnement du cycle de l'eau, ça a un impact direct sur le climat. Et on pense que c'est un bon levier pour les citoyens, pour les associations, pour les collectivités, pour faire reculer le changement climatique. Vous avez un autre combat aussi, vous vous battez contre l'osmose inversée basse pression. Absolument, alors voilà, c'est un combat, c'est notre alerte actuelle. Là, je vais peut-être vous passer un petit... Ah mais oui, voilà. Pas de problème. Donc il y a 2 panneaux, c'est panneau 1, panneau 2 sur le... Voilà, voilà, l'osmose inverse basse pression, qu'est-ce que c'est? Voilà, en 2 mots, c'est l'équivalent de la désalinisation de l'eau de mer, mais pour l'eau douce. L'eau de mer, vous voyez, la désalinisation, ça consiste à obtenir d'un côté de l'eau douce et de l'autre côté des saumures qui concentrent les sels. Pour l'osmose inverse basse pression, pour l'eau douce, donc on part de l'eau douce et on obtient d'un côté une eau pure, alors je reviendrai sur ce que ça veut dire une eau pure, et de l'autre côté on a un concentrat,
donc où il y a tous les sels minéraux et éventuellement les polluants, tout ce qu'on ne voudrait pas avoir dans l'eau. Le problème de cette eau pure, c'est qu'en fait elle n'est pas potable. C'est-à-dire c'est pas une eau pure au sens, je dirais, de la publicité qu'on nous fait, c'est une eau pure au sens chimique. Ce n'est que la molécule H2O. Et vous ne pouvez pas boire la molécule H2O s'il n'y a que la molécule H2O, s'il n'y a pas les sels minéraux voilà, qui sont indispensables à la vie. Voilà, si vous buvez une eau comme ça, vous allez vous déminéraliser. Donc voilà, c'est une eau qui n'est pas propre à la consommation. Donc vous voyez déjà, premier problème, c'est une eau chimiquement pure, mais c'est pas une eau buvable. Alors après, ça pose tout un tas de problèmes environnementaux d'abord, c'est-à-dire que pour produire cette eau, il faut beaucoup d'énergie. C'est-à-dire au niveau d'une usine de production d'eau potable, on multiplie la consommation d'énergie par 3. Vous voyez, par les temps qui courent, avec les problèmes qu'on a sur l'énergie, la question de la sobriété qui est dans toutes les têtes, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Ensuite, on augmente le prélèvement d'eau. C'est-à-dire que pour produire la même quantité d'eau potable, eh ben, il faut prélever 10 à 20% d'eau supplémentaire. Là aussi, par rapport aux évolutions actuelles et aux craintes qu'on a sur la ressource en eau, ce n'est pas raisonnable. Ensuite, on rejette le concentrat, le fameux concentrat, l'équivalent du saumur, l'équivalent des saumures, on le rejette dans le milieu naturel sans traitement, donc on le rejette dans les cours d'eau, et donc c'est un polluant concentré. Enfin, non pas enfin, il y a encore d'autres raisons. Il y a l'utilisation importante de produits chimiques. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des produits chimiques de façon importante pour éviter que les membranes ne se colmatent. Parce que voilà, l'eau doit passer à travers des membranes. Et donc voilà, ça c'est un problème supplémentaire. C'est-à-dire on en rajoute en termes de produits chimiques dans la production de l'eau potable. Il y a la question des membranes. Les membranes, elles ne sont pas éternelles. Il faut aussi les renouveler chaque 2, 3, 4 ans, selon les cas. Et puis, enfin, bien entendu, alors là, c'est pas le volet environnemental, mais c'est plutôt le volet social auquel on est sensible en tant qu'usager. Le coût de cette technologie est faramineux. Donc là, on est sur un coût déclaré de 870 millions d'euros. Pour les usines. Pour les usines, pour les trois usines du CEDIF. Voilà, c'est Veolia, donc c'est toujours Veolia. Hein, c'est le CEDIF avec Veolia, bien sûr. Voilà. Et alors, la communication autour de cette osmose inverse et pas inversée, comme j'ai dit tout à l'heure, basse pression, c'est que l'eau n'aura jamais été aussi pure qu'en sortant de ces usines. C'est ça, donc il y a toute une sorte de publicité mensongère du CEDIF pour faire, pour qu'on prenne cette technologie, pour qu'on accepte cette technologie. Alors le premier terme que je vous disais, c'est l'eau pure. Donc voilà, l'eau pure, c'est une escroquerie. Cette eau n'est pas pure, elle est extrêmement artificielle. C'est l'eau la plus artificielle en fait qu'on a jamais eue. Après, donc, ils nous vantent l'eau sans chlore. Parce que, vous voyez, le chlore, c'est un petit peu désagréable, l'odeur, le goût, etc. Mais là encore, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai tout simplement parce qu'on a besoin de chlorer l'eau pour le transport en Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France, l'eau reste dans les canalisations plus de 24 heures, et donc, d'une façon réglementaire, il faut la chlorer au moment du transport. C'est-à-dire que même si dans la production, le chlore n'est pas utilisé, ce qui n'est pas tout à fait le cas en plus, et bien, il faudra la chlorer en sortie. Donc, au robinet des usagers, ça ne changera rien. Et donc, vous défendez le traitement de l'eau potable au charbon actif. Il y a plusieurs choses. Nous, ce qu'on note, c'est qu'il y a des alternatives technologiques. Et déjà en amont aussi. Voilà, il y a plusieurs sortes d'alternatives. Il y a des alternatives technologiques, c'est-à-dire par exemple, là, aujourd'hui, enfin, ces temps-ci, Haute-Paris vient de refaire une de ses usines, l'usine d'Orly, et donc avec des charbons actifs sur lit fluidifié. Ça veut dire qu'en fait, ces charbons actifs, donc ils captent les pesticides, et ils les captent, et ils sont beaucoup plus efficaces avec ce système de lit fluidifié. Ils sont en mouvement, et ils sont toujours au maximum de leur capacité. Donc ça, c'est une technologie extrêmement efficace. Alors, si on veut comparer, la rénovation de cette usine, c'est 45 millions d'euros. Donc vous voyez, la différence, elle est considérable. Donc ça, c'est pour, disons, l'alternative technique. Mais il y a des alternatives, je dirais, avec la nature,
qui sont de moins polluer l'eau en amont, tout simplement. Le moins polluer l'eau dans le milieu naturel, l'eau brute. Et donc là, c'est aussi ce que fait Eau de Paris. Donc depuis plusieurs années, et ils ont obtenu d'ailleurs de l'Union européenne que l'autorisation de subventionner l'installation d'agriculteurs bio autour des champs de captage. On parlait tout à l'heure des captages, ben voilà, dans le périmètre des champs de captage, on peut subventionner de l'agriculture bio, ben voilà, pour prendre soin de l'eau dans le milieu naturel. Donc pour nous, ça, c'est la bonne voie. On agit en amont, voilà, et c'est extrêmement bénéfique. Et aussi, j'imagine qu'il n'y a pas que la pollution agricole qui impacte l'eau, il y a aussi la pollution industrielle et la concentration humaine dans ce genre de dossier, Jean-Claude Olivin. Bien sûr. Voilà, mais en même temps, la préoccupation, elle est beaucoup sur les questions agricoles. Ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'en fait, ce procédé d'osmose inverse basse pression ne produit pas d'amélioration au final de la qualité de l'eau. Voilà, l'objectif affiché n'est pas atteint. Et il n'y a pas de demande non plus de la part des usagers de mise en place de ce système. C'est aussi très important, ça. Gabriel Amar, la gestion... je vais juste dire un mot, parce qu'en fait, en 2007-2008, à Brest, on s'est battu contre l'installation de, nous on appelait ça la nanofiltration, mais c'est la même chose. Et c'était proposé par Veolia. C'était incontournable. Il y en avait à l'époque pour 20 millions d'euros d'investissement. Enfin, c'était des chiffres assez conséquents quand même. Et la bonne nouvelle, enfin, je trouve, c'est que ça a conduit la métropole brestoise, suite au combat des associations, à s'opposer à cette proposition de Veolia, ça a conduit la métropole à rompre son contrat avec Veolia et à passer non pas en régie publique mais en société publique locale. Et on est presque 15 ans après, il n'y a toujours pas de nanofiltration. Et dans les éléments qu'on avait mis beaucoup en avant, c'était que en fait, les entreprises de l'eau, elles se déresponsabilisent de la propre ressource qui est pourtant leur ressource première d'activité. Et nous, on aurait bien aimé, depuis 50 ans, avoir ces grandes multinationales à se battre à nos côtés contre le développement d'une agriculture industrielle polluante. Et on les a jamais vus dans les parquets, dans les tribunaux. Ce qui montre bien que leur intérêt, c'est pas d'avoir de l'eau pure, mais c'est de nous vendre de la technologie et le droit de facturer toujours un peu plus cher l'eau. Donc en fait, elles sont... Voilà, je pense qu'on se retrouve là-dessus. On est bien d'accord. Alors ce que je voulais souligner, c'est que l'osmose inverse basse pression, vous êtes tous concernés. C'est pas seulement l'histoire de l'Île-de-France. Parce que si Veolia passe ici, c'est pour le faire aussi dans toute l'Île-de-France et l'imposer à ses concurrents, pour l'imposer comme une norme, finalement, pour tout le monde, et pour l'imposer partout en France, et pour en faire aussi une vitrine à l'étranger. Donc vous êtes tous concernés. Et aussi pour vous encourager, c'est qu'en fait, on a mis en échec, on a gagné une première manche, parce qu'il y avait une petite usine qui devait être le site pilote en Seine-et-Marne à Arbigny. Et donc finalement, on a réussi à ce que, après une grosse mobilisation de notre association et puis des élus locaux, à ce que le préfet n'autorise pas les travaux pour mettre en place ce site pilote. Bravo. Oui, non, mais il me venait à l'esprit que le meilleur moyen de les faire reculer, et de manière peut-être plus ample et globale, c'est de finir le travail. Nous avons, quand nous avons commencé, Raymond avant nous, bien sûr, juste, je fais une incise parce que j'ai oublié tout à l'heure et je m'en veux depuis tout à l'heure. D'abord, j'ai dit ferroutage, je devais dire fret ferroviaire, je sais pas ce que mon cerveau a fait à ce moment-là, ça doit être le matin. Puis surtout, je voulais saluer mon collègue Jean-François Coulombe, député de Savoie, qui est là et qui est mobilisé amplement aux côtés de Vivre et Agir en Maurienne et sur le département de la Savoie, et nous portons ensemble à l'Assemblée les préoccupations que je décrivais tout à l'heure. Je referme la parenthèse. Je disais, quand nous avons engagé le travail, la génération avant la nôtre, puis Jean-Claude et moi, on se rencontre à la même période, on est dans les pas de l'appel de Varage,
de Grenoble avec Raymond, puis avec ceux qui ont été les artisans à Paris et à Grenoble, des évolutions des sociétés d'économie mixte vers la gestion publique en régie ou des délégations au privé vers la régie publique. Nous sommes à ce moment-là dans un univers de 34 000 services d'eau et d'assainissement en France. Et le privé a 13 000 contrats. Il représente plus de 75% de la population française. Quand je suis avec l'équipe de l'époque en situation de faire sortir une commune, Viry-Châtillon, du syndicat des eaux d'Île-de-France, on l'a fait, elle est encore, et maintenant elle va être dans le périmètre du projet de Orly-Seine-Bièvre. Eh bien, il y a encore cette situation dominante, mais pour autant on oublie déjà à l'époque que 2/3 de la France est gérée par des régies publiques, et de manière ancestrale, depuis toujours. En nombre de services, ce sont les régies directes municipales, devenues syndicales, devenues intercommunales, communautaires, qui ont toujours dominé le modèle de gestion publique et le modèle de gestion du petit cycle de l'eau. Et ne parlons pas de l'assainissement, où là c'est encore plus ample, la domination par les services publics et les régies publiques. Et ça, je veux qu'on le rappelle, à l'heure où, aujourd'hui, on peut dire, avec le mouvement qui a suivi ces années-là, avec ce que vient de décrire comme avancée inouïe, considérable, dans lequel la coordination eau Île-de-France a pris une place majeure sur l'Île-de-France, mais au moment où la métropole de Lyon, la métropole de Bordeaux, où il ne faut pas que j'oublie ce qui s'est passé dans l'intervalle à la métropole de Montpellier avec René Revol, eh bien, nous avons aujourd'hui plus que 6300 contrats pour les entreprises de la FP2E, les entreprises privées de l'eau en France, et on les a fait donc passer par la mobilisation citoyenne en dessous de 60% de la distribution des habitants dans notre beau pays. Et ça, on le doit à la volonté politique, mais on le doit beaucoup à la mobilisation citoyenne. Alors moi, je voudrais dire aujourd'hui solennellement, finissons le travail, citoyens, salariés de ces entreprises, portez votre attention sur la manière, dans le contexte du dérèglement climatique et des 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France, sur le fait qu'il n'est plus possible de faire les poches de nos concitoyens avec des marges qui se font sur des emplois qui ne servent pas à la bonne marge du service, sur des fiscalités qui sont payées par les usagers, sur des remontées financières à la holding qui sont payées par les usagers, sur des excédents de fin d'année qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas dans la comptabilité privée, alors qu'on les conserverait dans les services d'eau et d'assainissement avec la comptabilité publique. On parle de la tarification. Mobilisons-nous d'abord, avant de parler de la tarification, mobilisons-nous pour finir le travail. Vous n'êtes pas seul, il y a plus de 100 associations en France, des hauts secours, des hauts biens communs, des hauts publics, etc., etc. Continuons, serrons-nous les coudes, parce que les différences entre le public et le privé sont tellement évidentes. Le gaspillage et le non-entretien des réseaux est tellement outrancier qu'il n'est plus possible de les laisser faire sur les quelques contrats qui leur restent, même si ça représente encore, par l'histoire urbaine de la construction de ces délégations privées, vous savez pourquoi? Là où il y a peu de linéaires tuyaux à entretenir et beaucoup de compteurs et beaucoup de mètres cubes à facturer, c'est plus juteux. Là où il y a beaucoup de kilomètres à entretenir et peu d'abonnés à facturer, c'est moins juteux. Voilà pourquoi il reste en poids de population dominant. Mais revendiquez et faites ces démonstrations simples. Il y a des manuels qui sont ici, il y a des livres, il y a celui auquel a participé Jean-Claude pour faire respecter la loi sur les coupures d'eau. Je veux dire, nous sommes outillés, nous les citoyens, mais aussi les salariés de Veolia, de Suez, pour lancer l'alerte sur ces pratiques qui ne sont plus, et qui n'ont jamais été, mais qui le sont encore moins aujourd'hui, avec la pauvreté et le dérèglement climatique. Gabriel Amar, tout à l'heure Jean-Claude Oliva a évoqué d'arrêter de couper l'eau
aux personnes, aux ménages qui ne pouvaient pas payer leurs factures. Il y a aussi, et vous portez un projet de gratuité de l'eau à hauteur de 50 litres. 50 litres par jour et par habitant. Par personne. Oui. Voilà, c'est-à-dire que l'eau vitale serait gratuite et que l'eau utilisée de manière surnuméraire deviendrait payante et facturée plus cher pour pouvoir aussi compenser cette eau vitale gratuite. Alors, avec cette proposition de loi dont nous sommes porteurs, quelques-uns, et à nouveau l'occasion de saluer Jean-François Coulombe qui est à nos côtés dans cette démarche, en fait, nous n'inventons rien. Nous venons au rendez-vous des nombreuses collectivités qui ont mis en place des tarifications différenciées en fonction des usages. Et nous leur disons, dans le contexte de flambée des coûts, des prix de l'énergie, des contraintes financières sur lesquelles, je dirais, le bloc communal est asséché, appauvri par les politiques de désengagement de l'État depuis maintenant pas mal d'années, hein, ça va bientôt se compter en décennies, et bien nous leur disons, nous pouvons, en remettant à plat la question des usages, venir à la rescousse, vous aider et au passage généraliser le fait que l'eau vitale, qui est l'égale de l'air et du rayon de soleil, comme disait Daniel Mitterrand, et j'ajoute 3 minutes sans air, nous sommes morts, 3 jours sans eau, nous sommes morts, eh bien cette eau-là doit se faire de manière inconditionnelle. Ce n'est pas une proposition de loi de tarification sociale dont nous sommes porteurs. Nous sommes porteurs d'un droit inconditionnel parce que nous sommes dans l'esprit, pour ne pas dire dans la lettre, ça on le fera par une proposition de loi constitutionnelle dans les mois à venir, mais nous sommes dans l'esprit de la résolution des Nations Unies de 2010 qui dit que tout ça c'est un droit humain à l'eau et à l'assainissement de qualité qui doit être protégé et aux États-nations de faire en sorte de mettre ça au sommet de leur réglementation. Donc là, nous avançons sur ce terrain avec l'idée qu'on doit pouvoir non seulement financer par des usages de confort, de luxe, superflus, de mésusages, diront certains, mais il y a des territoires où ce n'est pas possible. Parce que l'usage économique de l'eau n'est pas assez prégnant, n'est pas assez dominant pour financer les 50 litres d'eau par jour et par personne au domicile principal, où il n'y a pas assez de résidences secondaires, parce que là encore, nous n'avons rien inventé, c'est l'arrêt du Conseil d'État Contamine-Montjoie, ou c'est l'arrêt du Conseil d'État de la commune de Bougnon en 1995, qui a déjà ouvert des brèches qui font que des collectivités ont emboîté le pas et ont déjà mis en place des différenciations. À titre expérimental ou pas, ils l'ont inscrit dans la durée. L'IMEI en Ile-de-France pratique depuis 7 ans la gratuité de 20 mètres cubes par an. Hein. Et comment ils le payent? Eh bien, en renchérissant un tout petit peu l'usage professionnel de l'eau, ce qui est tout à fait entendu par la législation ou par la jurisprudence du Conseil d'État, comme tout à fait possible. Ils ont un tiers de l'usage de l'eau du territoire, de l'eau potable du territoire, qui est un usage par les professionnels, donc eux, ils peuvent le faire. Une collectivité qui a 0 usage professionnel, ou 2%, 3%, 8%, ne peut pas parvenir à grand-chose, à part peut-être faire 3 litres d'eau par jour et par personne pour ne pas mourir de soif. Mais l'Organisation mondiale de la santé nous donne en référence, en dehors des situations d'urgence, tremblement de terre, crise de sécheresse, etc., qu'il faut garantir 15 litres, non pas, 15 litres d'eau par jour et par personne. Là, on est sur 50 litres pour la vie courante, et l'environnement pour être dans un environnement sain et en bonne santé avec un bon niveau d'hygiène. Et donc nous proposons de mettre en place une taxe, en tout cas nous interpellons le gouvernement pour ce faire, parce que nous ne pouvons pas lever une nouvelle recette en tant que députés, c'est interdit. Donc nous demandons au gouvernement de lever le gage, de manière à ce qu'il soit étudié la mise en place d'une taxe sur l'embouteillage, non seulement de l'eau en bouteille, mais aussi des sodas. Nous allons le rajouter par amendement dans les jours qui viennent, de manière à mettre en place un fonds de péréquation qui va permettre
aux collectivités qui n'ont pas assez de résidences secondaires ou pas assez d'usage économique dans leur territoire, de manière à ce qu'on puisse garantir, il ne s'agit pas de dire aux collectivités débrouillez-vous, on a un dispositif qui vient à la rescousse pour les soutenir et faire en sorte qu'on puisse progressivement par palier, avec une première échéance en 2025, une deuxième échéance en 2027, en 2027 au plus tard, nous soyons en mesure de garantir ces 50 litres d'eau par jour et par personne sur tous les territoires. Et je finis avec ça, il y a un autre dispositif que nous défendrons, qui est le financement à la demande de l'Association des maires ruraux de France d'une borne fontaine branchée sur réseau d'eau potable dans chaque village et commune de France. Puis, pour ce qui est de notre texte, initialement il le prévoyait, il va continuer à le prévoir, le financement de sanitaires publics dans toute commune ou collectivité ou EPCI, établissement public de coopération intercommunale de plus de 3500 habitants, donc ça maintenant ça va de soi, vu les seuils. Et enfin, au-delà de 10 000 habitants, nous prévoyons un dispositif de financement de bains-douches, avec deux dispositifs de bains-douches possibles. Celui avec la prise en compte globale, comme on le pratique à Villeurbanne, avec l'association Le Phare, avec différentes fonctions dans l'accompagnement de personnes qui sont orientées par les travailleurs sociaux, mais aussi de bains-douches comme on a eu l'occasion de les vivre de manière bien plus ample à Paris ou à Lyon, des bains-douches publics et gratuits. Et donc nous prévoyons le mécanisme de financement de ce type de dispositif, soit pour l'insertion, soit pour le grand public, donc y compris pour l'insertion, des personnes dans un pays où on a 300 000 sans-abri, 20 000 personnes en bidonville. On ne peut pas considérer que c'est à nos côtés, et j'ai dit d'autant plus cela dans le contexte où nous avons 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que je peux vous poser une question sur votre loi ? C'est de savoir si elle aborde la question des remises qui sont faites aux gros consommateurs. Qui est une aberration que les Bretons connaissent bien, c'est-à-dire que particulièrement qui a fait débat cet été, c'est que dans une période de crise où on a été à 20 jours de visibilité dans certaines agglomérations de disponibilité en eau, de se rendre compte qu'il y a ce mécanisme assez incroyable qui fait que les agro-industriels en Bretagne, particulièrement l'industrie agroalimentaire, a des énormes remises parce que ce sont des gros consommateurs, donc payent l'eau moins cher que le particulier. Ça, c'est une première chose. Et puis que souvent, en plus, il y a une deuxième, c'est la relation à l'eau bien commun. Et là, je vais faire de nouveau le lien avec l'hydrogéologue qui est Erika. C'est-à-dire qu'en fait, ces 20-30 dernières années, les élevages, 120 millions d'animaux élevés en Bretagne, 3 millions d'habitants, les élevages consomment de l'eau de forage, oui, c'est-à-dire pas de l'eau. Les élevages ne payent pas l'eau. Voilà, de l'eau gratuite pour les animaux. Il y a des élevages qui conduit à des bourgs de 700 personnes. Voilà, qui conduit à des phénomènes que Erika pourrait très bien expliquer de tarissement des nappes, enfin des fractures, parce que ce sont pas là, et des reports de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, ces élevages, ces industries vont basculer sur le réseau public au plus mauvais moment, là où il y a le moins d'eau. Et enfin, alors là, je suis en train de me perdre, mais la question première, c'est les gros usagers. Là. Alors, sachez, il y a deux questions en fait. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais vous citez les agriculteurs, je pourrais citer Limagrin, l'industriel de l'agroalimentation, Coca-Cola qui à Grigny, au bord de l'autoroute, prend l'équivalent d'une consommation annuelle de 30 000 habitants gratuitement pour remplir des bouteilles ou les vendre. Bon, avec des autorisations officielles, des services de l'État, etc., etc. Dans des aquifères communs, il n'y a qu'à voir les conditions de stress hydrique pour la pisciculture à Volvic, des permis de construire qui ne sont plus signés dans un certain nombre de territoires français parce qu'on dit attention, on ne peut plus avoir de croissance de la population, on ne peut pas nous permettre d'avoir des surfaces supplémentaires d'habitat indispensables aux populations qui sont déjà présentes dans les bassins de vie. Mais vous avez Salvetta, Volvic, qui, en pleine période du mois de juillet et du mois d'août, que nous connaissons bien maintenant, qui prend dans l'aquifère et puis qui envoie 60% de la production à l'étranger. Donc oui, nous sommes confrontés à ça, et c'est d'ailleurs ce qui, à dose homéopathique par rapport à cet enjeu-là,
quand on met le doigt sur la taxe de l'embouteillage, c'est là-dedans qu'on met aussi le doigt pour aller chercher des financements à l'extérieur du périmètre de la facture d'eau de l'usager, puisqu'on est dans le principe de l'eau paye l'eau en France, pour aller chercher finalement des financements par l'extérieur, et peut-être à terme nous pourrons remettre à plat cette situation, et puis se pose plus largement de savoir si l'eau ne doit pas sortir de toute convention marchande, qui est l'horizon que nous devons défendre pour le long terme. Sur la question plus précise, la loi sur l'eau, et Jean-Claude complétera aisément, la loi sur l'eau de 2006, elle a introduit le fait qu'on puisse mettre en place des progressivités tarifaires, là où avant il ne pouvait y avoir que des dégressivités. Elle n'a jamais interdit la dégressivité. Voilà pourquoi ce texte que nous proposons, qui va à mon avis connaître une vie et sinueuse avant d'être adopté. Moi je rêve du fait, en relation avec le rapporteur spécial des Nations Unies, que de manière transpartisane nous puissions mettre dans le bloc constitutionnel français le droit à l'eau et à l'assainissement, pour qu'on ait quelque chose au sommet de la hiérarchie des normes, pour après le décliner dans les textes législatifs. Là, dans cette première initiative, on n'est pas protégé en fait par la résolution des Nations Unies parce qu'elle n'a pas été transposée dans le droit français, mais nous évoquons en effet le fait qu'il soit mis en place. Mais on le fait en termes de, comment dire, on le demande par la loi, mais on laisse la libre administration du bloc communal la manière de le mettre en œuvre. Partant de l'idée, notamment dans la progressivité auquel vous faites référence plutôt que la dégressivité, qu'il n'y a pas les mêmes usages dans chaque territoire, qu'il n'y a pas les mêmes quantités et qualités de ressources, que les moyens financiers à mettre en œuvre pour garantir l'accès à l'eau ne sont pas les mêmes. Mais on dit, en dehors de l'aspect professionnel et résidence secondaire que j'évoquais tout à l'heure, que les usages de confort et de luxe, au-delà des 50 litres d'eau par jour et par personne, qui représentent 18 mètres cubes de 150 par personne et par an, doivent être renchéris obligatoirement, mais selon des modalités et des niveaux financiers qui sont déterminés localement. Voilà. Merci. Mais en effet, elle est porteuse de cette progressivité et de la fin de cette ristourne à laisser le robinet ouvert qui est aujourd'hui possible dans la législation française. Merci Gabriel Amar. On va donner...